Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs les plus courantes que je vois le plus souvent mes étudiants ou des gens globalement faire sur leur mixage. Si vous arrêtez et que vous comprenez comment corriger ces 5 erreurs, je vais aussi bien évidemment vous amener des solutions. Je peux vous garantir que le résultat de vos mixages va step up de ouf. Let's go les amis. Avant qu'on commence, si vous souhaitez recevoir des tips and tricks quotidiens, vous pouvez vous inscrire à ma mailing list et vous recevrez en bonus 500 presets sérum haut de gamme ainsi qu'une formation 100% gratuite. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous. Je vais vous parler de ces erreurs dans l'ordre d'importance et en tout dernier, on va parler bien évidemment de la plus grosse erreur qui vous empêche le plus de bien sonner, de bien translate partout. La première erreur dont on peut parler, je pense, c'est la balance, tout simplement. C'est un truc que je vois super couramment, c'est des erreurs de balance, toutes bêtes et simples, c'est-à-dire un élément qui est sous-mixé, surmixé, ça dépend. Typiquement les voix, par exemple, les gens galèrent à placer les voix dans le mix. Alors ça peut être pour tout un tas de raisons, mais globalement, c'est souvent le cas que c'est juste en fait une histoire de balance. C'est juste la voix manque de 2 dB ou être 2 dB trop en dessous, etc. Ça, c'est le premier point. Et souvent, les gens, en fait, le problème, c'est qu'ils vont se battre, ils vont genre EQ process, etc., sur process, alors que souvent, la plupart du temps, c'est juste la balance qui est pas correcte. Il suffisait juste de rétablir la balance correctement. Et comme par magie, le mix se tient, est plus équilibré, etc. La balance, c'est super important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça définit aussi l'équilibre spectral, en fait, d'un mix. Donc, une mauvaise balance, souvent, est égale à un mix déséquilibré, pas assez équilibré. Et en réalité, c'est assez sous-coté. Les gens se disent, non, ma balance, elle est bonne, parce qu'ils s'habituent à leur prod, ils s'habituent à la prod qu'ils ont fait, ou à un rough mix aussi. Le rough mix, c'est vraiment le mix de la prod en l'état avant que ce soit réellement mixé. Et en réalité, en fait, notre oreille s'habitue très rapidement, de manière facile, si vous pouvez vous faire avoir à quelque chose, et vous avez l'impression que la balance est correcte, mais si vous ne référencez pas, que vous ne prenez pas un petit peu de recul sur le mix, vous pouvez très vite passer à côté. L'autre type d'erreur reliée à la balance aussi, c'est simplement des mauvaises balances par rapport au genre de musique. Ça arrive très souvent aussi. Chaque style de musique a ses codes en termes de balance. Je vous sors 2 exemples super classiques, mais c'est plus que vrai. Si vous prenez du hip-hop, etc., généralement, kick, basse, snare, c'est devant et ensuite il y a la voix. Si vous prenez par exemple de la pop, la voix est plutôt devant les drums, etc., etc. Vous voyez ce que j'ai? Il y a des codes de balance et suivant le style qu'on mixe, suivant le style qu'on fait, si on n'est pas dans ces codes, souvent ça va pas sonner comme le style en question et ça sonnera entre guillemets, il y aura toujours ce côté un peu amateur, quoi. Donc je vous ai dit que je vous apportais de vraies solutions. Comment ne plus faire d'erreurs de balance? C'est très simple, utilisez des références. Formez-vous en termes de culture musicale, écoutez un max de musique, écoutez de la musique surtout sur les systèmes sur lesquels vous bossez, sur les systèmes sur lesquels vous monitorez et vous allez voir que en fait les erreurs de balance, vous pouvez les éviter très facilement si vous référencez, si vous comparez votre travail à des titres et plus spécifiquement si vous référencez pour de la balance, référencez bien évidemment sur des styles de musique dans le même genre que ce que vous mixez, quoi. Mais c'est assez facile d'éviter. Dès le moment où on référence, on se rend très vite compte, ma snare est pas ci, ma snare est pas ça, ma voix est trop devant, ma voix est pas assez devant, etc., etc. Donc voilà pour la balance. Une erreur ultra classique, j'ai déjà fait des tonnes de vidéos là-dessus, c'est les filtres low cut. Les gens low cut beaucoup trop tout. C'est une erreur très courante. Le problème, c'est quand on low-cut trop, on vient limer les fondamentales, on vient rapetissir les sons. Parce que finalement, dans le bas mids, c'est là où vivent donc la fondamentale de la plupart des sons. Et si on coupe trop ça, si on va trop filtrer tout le temps tout par défaut, on peut très vite en fait faire sonner un mix un peu petit comme ça, un peu froid, pas assez warm, pas assez fat. Et ça arrive très souvent, c'est une erreur que je vois très couramment, les gens vont trop filtrer. En fait, quand vous filtrez, c'est très facile d'aller trop loin. Même si visuellement, le problème c'est que les gens se servent des analyseurs de spec intégrés dans les EQ. Et visuellement, ils filtrent avant la fondamentale, mais en réalité, des fois, visuellement, on n'a pas toute l'info. C'est-à-dire souvent, ça peut venir déjà limer des choses, ça peut enlever une forme de chaleur, une forme de fatness comme ça. Et le fait de trop filtrer par défaut sans réfléchir, ça amène souvent à ça, à des mix qui sonnent petits, froids, métalliques, tout l'inverse en vrai de ce qu'on veut. De plus, on va pas rentrer dans le détail là-dedans dans cette vidéo, mais les filtres engendrent des shifts de phase. À chaque fois que vous placez en fait un filtre sur une source, vous changez la relation de cette source en termes de phase, là où il y a le cut-off frequency, par rapport aux autres sources. Donc des fois, ça peut mieux sonner, mais des fois, ça peut aussi tout foutre en l'air. Si vous avez déjà un équilibre qui est bon, vous avez quelque chose qui est bien là, puis que vous foutez un filtre juste par défaut pour essayer d'enlever un truc qui est invisible dans les basses que personne n'entend, au final, vous allez changer la relation, puis ça va sonner différemment dans le mix. Sans parler du fait aussi que les filtres engendrent une valeur pic
plus élevé à cause en partie de ce chiffre de phase. Donc en même temps, vous perdez du headroom. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que certes, filtrer, c'est nécessaire. Filtrer, c'est quelque chose que vous devez faire sur certaines sources dans certains contextes, mais il faut le faire correctement avec jugeote et il faut surtout pas aller tout cutter comme un teubé sans réfléchir, à part votre kick et votre basse typiquement. Parce qu'en réalité, si vous en arrivez à devoir faire ce genre de truc, c'est qu'il y a déjà clairement un problème dans la prod, dans le choix de son, etc. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui a été mal fait à ce niveau-là. Donc globalement, faites gaffe avec vos filtres, n'abusez pas, faites-le avec jugeote, faites-le vraiment uniquement quand il y en a besoin et faites-le quand ça apporte quelque chose. Surtout quand vous filtrez, faites-le en contexte, ne le faites pas en solo s'il vous plaît. Globalement, quand vous mixez, arrêtez de faire des choses en solo. Donc concrètement, si vous voulez appliquer un filtre, si vous estimez que c'est nécessaire, mettez votre piste non en solo mais en contexte avec le mix, appliquez votre filtre et checkez avec et sans le filtre dans le contexte du mix. Et si vraiment ça apporte quelque chose, si vraiment vous entendez la différence, faites-le. Vous allez voir qu'il y a plein de cas où en réalité ça apporte que dalle. Vous allez plus en fait créer de potentiels problèmes, dont ceux que je viens de citer, que régler réellement quelque chose. Je sais, certains me diront oui, on peut faire du phase linéaire, mais non en réalité parce que le phase linéaire engendre d'autres problèmes, dont le pré-ringing. C'est pas toujours ce qui sonne le mieux, spécialement dans le bas. La troisième erreur, les gars, que je vois trop de monde faire, c'est de pas faire un routing correct dans ces sessions de mixage. Je m'explique. Par routing, je veux dire créer une structure de routing qui va vous servir vraiment. On part toujours des pistes individuelles. Ces pistes individuelles, vous allez généralement les grouper par genre de pistes, genre tous vos drums, tous vos synthés, toutes vos voix, toutes vos basses, etc., etc. Toutes ces pistes individuelles qui forment en fait un élément, si vous voulez. Dans les drums, par exemple, toutes vos pistes de batterie ou toutes vos pistes de drums doivent être regroupées en bus. Pourquoi je vous dis vous devez? Parce que ça va vous donner d'une part des possibilités de processing supplémentaires, le fait d'avoir des bus. Par exemple, je vais traiter tous mes drums d'un coup avec un seul process. Ça peut me servir à créer de la cohésion, ça peut me servir à équaliser l'ensemble, ça peut me servir à faire des automations, surtout du mouvement par groupe, ça peut me servir à des tonnes de choses. Donc, vous devez faire déjà des groupes qui réunissent des pistes individuelles pour toutes ces raisons que je viens de citer, mais généralement, au bout d'un moment, on a aussi besoin de faire des espèces de master group. Typiquement, sur un track, par exemple, regrouper d'un côté tout ce qui est voix, et dans ce gros bus voix, on aura toutes les voix, les backs, tout ce que vous voulez, les effets, etc., tout sera regroupé là. Et puis sur l'autre piste, typiquement, tout ce qui est instru musique, par exemple. Et comme ça, au final, on a toute une structure comme ça de pistes individuelles regroupées dans des bus qui eux-mêmes sont regroupés dans 2 bus dans cet exemple-là. Bien entendu, des exemples, il peut y en avoir des dizaines. Il n'y a aucune règle. Vous pouvez grouper suivant ce qui vous arrange et suivant vos besoins. Mais de 1, ça vous aidera en fait à zoom out sur votre projet. Parce que finalement, de nouveau, c'est un petit peu comme quand on fait un master. Quand on mixe, ce qui compte, c'est le résultat final. Les pistes en solo, comment on sonne ci ou ça en solo, on n'en a rien à branler. En réalité, ce qui compte, c'est vraiment l'ensemble, c'est le mix. Donc, le fait d'avoir des trucs qui regroupent comme ça plein de choses, ça vous aide à ça. Ça vous aide, à vous dire, ok, maintenant, je peux revenir un petit peu en zoom out, je peux écouter les choses dans leur globalité et mixer ça, quoi. Et comme je viens de le dire, toutes les possibilités supplémentaires que vous aurez de processing, d'écoute, de traitement sont pour le coup indispensables si vous voulez bien réaliser des mixages en réalité. De plus que si vous voulez attaquer des mix en top-down, par exemple, faire du top-down mixing, qui en vrai, on va pas se mentir, 90% des pros, ils mixent de cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est une manière très rapide d'arriver, on va très vite au résultat final, on peut mixer des sons très rapidement comme ça, c'est très efficace comme solution. Par exemple, pour avoir cette approche de mixage, on est obligé d'avoir des structures comme ça, avec des bus qui regroupent des bus, etc., une chaîne master et tout. Comme un truc, s'il vous plaît, arrêtez de me faire des reverbs en insert directement, faites-moi des reverbs en parallèle, donc ça rejoint aussi cette histoire de routing, tout ce qui est faire des send, des aux return, avoir des traitements parallèles, etc. C'est comme ça qu'on fait les choses correctement, c'est comme ça que les pros font. Donc ça, c'est une erreur que je vois trop souvent. Les gens ne structurent pas assez en termes de routing leur session et ça les bloque à plein de niveaux. La 4e erreur, les amis, et celle-là, pour le coup, elle est super importante, il y a trop peu de monde qui en parle online, c'est le fait d'over-process. C'est de trop process. C'est un truc ultra classique. Les gens processent beaucoup trop parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent faire certains trucs. Ils se sentent obligés, en fait, parce qu'ils voient plein de tutos online, plein de techniques, etc. Ils se disent, oh, si j'ai pas fait du MS sur mes mix, ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, le mixage est ultra dépendant des étapes d'avant. Si c'est super bien produit, que tout est bien au top, on va dire, dès le début. Le mixage, en vrai, il n'y aura pas grand-chose. Ça va être des choses simples, ça va être des choses, on va dire, de bon sens et il n'y aura pas fatalement besoin de 15 milliards de trucs, de process, de techniques MS, de tout ce que vous voulez. Pour faire un exemple avec ça, le MS, c'est quelque chose qui est utile, qui a sa place, mais si les choses sont bien faites, bien gérées, bien décidées dès le début, c'est rare qu'on en ait besoin. Tout le processing que vous faites par défaut sur des pistes, des bus, peu importe, vous devez pouvoir vous le justifier. Vous devez
être capable de vous dire, ok, si je fais tel process, je sais exactement pourquoi, je peux me le justifier, je sais que je préfère avec que sans. Donc déjà ça c'est le premier truc, quand vous faites un process, toujours tester avec, sans et être sûr que ça apporte quelque chose. Vous allez voir que souvent en réalité quand vous faites cet exercice, il y a des choses que vous allez faire, vous allez dire ah, en fait c'est fou, je préfère sans quoi. Et moi au studio souvent on m'envoie des sessions comme ça, hein. Je reprends des sessions là où elles sont, dans leur dos, et la plupart du temps, quand c'est le cas, je me retrouve souvent à enlever en fait plein de trucs plus que de rajouter. Et rien que ça fait tout de suite que ça sonne mieux. Quelques corrections de balance, quelques moves en fait assez simples, bon sens, enlever du process parce qu'il y a des choses qui ont été trop process et tout de suite le mix sonne mieux. Je pense que vous avez tous déjà fait ça une fois, c'est-à-dire partir d'un mix dans un état, passer des heures dessus, réécouter où vous en étiez avant par rapport à après et préférer en réalité la version d'avant. Donc ça c'est une erreur super classique. De même que quand vous mixez, en réalité il y a toujours des choses, des éléments sur lesquels il va falloir faire des choses, mais il y a aussi souvent des éléments qu'on va devoir ne pas toucher. Donc mixer, c'est aussi savoir quoi process et quoi surtout ne pas process, quoi ne pas toucher, parce que dans toutes les musiques, il y a souvent quelques trucs qui en vrai sont déjà super. Et c'est aussi savoir reconnaître ça, c'est savoir qu'est-ce qui est déjà bien, qu'est-ce qui a besoin de traitement, et d'avoir une vraie solution en tête et d'aller là où vous voulez aller. Il ne s'agit pas de prendre piste après piste, puis de vous dire ok, telle piste, j'ai rien fait dessus, ça va pas, faut que je processe. Telle piste, je fais un EQ par défaut, je fais un truc. Oubliez tout de suite ça, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes vraiment dans le faux, les amis. Vous devez être capable d'écouter, de juger, de faire au début des choses simples et d'avancer petit à petit et de process quand il y en a réellement besoin, quand vous pouvez vraiment justifier ce que vous faites et quand vous pouvez vraiment faire un AB avec sans et avec et être sûr que avec ça rajoute une vraie plus-value et que vous préférez vraiment la direction du coup que ça prend. Et maintenant, on va parler du dernier point qui est le plus important. C'est vraiment ce point-là qui va faire que vous pourrez bien sonner partout, de faire des vrais mix qui translate. C'est encore un topic que j'étais encore en train de traiter juste avant de vous tourner cette vidéo parce que oui, je suis en train de faire une grosse formation sur le mixage où je parle vraiment de tous les fondamentaux, tout ce qu'on doit réellement bien comprendre dans le mixage, tous les grands axes d'un mixage, hein. La balance, le côté dynamique, le côté stéréo, le côté profondeur et le côté mouvement, comment créer du mouvement, etc. Tout ça en amenant une vraie méthode qui est la méthode top-down basée aussi sur ma méthode perso qui est la méthode de l'ancrage. Et avec ça, vous aurez vraiment une vraie structure sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour en fait construire n'importe quel mix. Ça peut s'adapter à n'importe quel style de musique, à tout type de mixage. Si vous êtes intéressé par ça, pour l'instant, c'est en production, mais suivant quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez checker les liens en dessous, il y aura peut-être déjà la formation qui sera dispo. Et si elle n'est pas encore dispo, vous pouvez vous abonner à ma mailing list pour avoir toutes les nouvelles et en même temps, vous recevez du contenu gratos, des tips tous les jours. Donc, je vous mets tout en dessous. Pouvoir croire son écoute. Ça paraît tout con, hein, mais trop de personnes, en fait, se fient à ce qu'ils entendent dans leur studio, dans leur casque, etc., sans avoir, en fait, leur oreille tunée, on va dire, sur la réalité. Je veux dire par là que ce que vous entendez dans votre studio, dans votre home studio, sur vos haut-parleurs, dans votre casque, etc., c'est pas toujours, même c'est très rarement la réalité. Dans votre pièce, hein, quand vous avez des moniteurs, en réalité, vous entendez certes le son direct de vos moniteurs. Déjà, il y a les moniteurs en soi. Si ce n'est pas des moniteurs qui descendent très bas en fréquence, en réalité, vous n'entendez pas ces fréquences en bas. Déjà, ça, c'est problématique. Hein, pour mixer les basses, les bas mids, etc., comme il faut pouvoir bien les entendre. Mais même, admettons que vous ayez des moniteurs qui descendent bas, qui soient quali, hein, qui vous permettent d'avoir une vraie écoute, de sortir en vrai les fréquences qu'il vous faut, et le problème, c'est que vous entendiez énormément la pièce aussi mélangée au son de vos enceintes. Vous entendez l'acoustique dans la pièce que vous êtes. Je vous la fais simple, hein, je vous schématise, mais ça vous colore l'écoute. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous trouver un emplacement dans votre pièce avec vos enceintes, aussi bonnes qu'elles soient, et en réalité, vous tirez même pas 10% de ce que peuvent produire vos enceintes parce que l'acoustique colore complètement ce que vous entendez. Et je vois trop de personnes, en fait, prendre ça pour acquis, c'est-à-dire se dire, ok, ce que j'entends dans mon studio, c'est la réalité, je peux m'y fier, alors qu'en vrai, ça vous fait faire des mix qui sonnent bien que dans votre studio, mais nulle part ailleurs. Et ça, c'est un énorme problème et c'est une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire quand vous mixez, parce que quand on mixe, on doit prendre des décisions critiques, on doit pouvoir être sûr de ce qu'on entend. Et donc, comment pallier à ce gros problème? Il y a deux grosses solutions. Le premier, c'est d'utiliser un casque, tout simplement, d'avoir un bon casque avec lequel vous pouvez au moins double-checker certaines choses et être sûr de ne pas faire trop de conneries. Et l'autre, on y vient, c'est le fait de ne pas utiliser de référence, de bosser seul dans son coin sans se comparer, sans écouter de la musique, en gros aussi ne pas assez écouter de musique globalement sur le système sur lequel vous bossez, parce que c'est ça qui va faire concrètement que vos oreilles justement vont se tuner à la réalité. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à entendre des
gros titres bien mixés, bien produits, etc. dans votre système et que vous êtes habitué à entendre comment ils sonnent dans votre environnement, et ben ça va déjà d'une part, voilà, vous aider tout de suite à quand vous écoutez votre mix, vous dire ok, je suis dans un truc qui est assez similaire. Après, on va pas se mentir, si vous avez une acoustique qui est complètement éclatée, que là où vous êtes posé, vous avez un énorme creux à 60 Hz, ça va être très compliqué de sortir un mix équilibré en termes de basse, etc. Dans ce cas-là, franchement, mieux vaudra bosser avec un bon casque, vous aurez de bien meilleurs résultats. Mais ça, c'est vraiment le truc qui peut vous faire step up le plus rapidement, c'est d'être conscient de ça, d'analyser le problème dans votre environnement si vous en avez, et à partir de là, d'essayer de le corriger et de bosser avec. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur pièce. Ce qui compte, la première étape déjà, c'est d'analyser et d'être conscient de ces problèmes. Et ça, c'est vraiment la première étape pour réussir à pallier à ces problèmes, pour réussir à quand même faire des mix qui sonnent bien partout. Donc, vous pouvez multiplier les systèmes d'écoute. Je vous conseille pas plus de 2 systèmes. Ayez votre système principal et un bon casque. Sincèrement, ça suffit largement. Vous pouvez rajouter la voiture si vous avez envie de ce genre de truc, mais en réalité, ça vous aide pas vraiment, hein, à part juste que vous vous rendiez compte que votre mix est HS en termes de balance qui sonne pas bien dans la voiture. Ça va pas vraiment vous aider à prendre de bonnes décisions d'écouter votre mix dans votre voiture, par exemple. Ayez un bon casque. Beaucoup de personnes me demandent toujours quel casque tu conseilles, etc. Moi, j'utilise le Odez MM500, mais je conseille pas forcément à tout le monde d'acheter ce casque parce que c'est un casque qui est super cher en réalité. C'est un casque à 2000 €. Alors, c'est un super casque, mais vous n'avez pas fondamentalement besoin d'un casque de ce niveau-là non plus pour y arriver. Vous pouvez très bien faire avec des casques déjà entre 3 et 500 € sans problème. Ce qui compte de nouveau, c'est de connaître votre casque, c'est de connaître sa réponse en fréquence, de savoir là où sont ses points forts, là où sont ses points faibles et de référencer. On en revient toujours au même point, il faut référencer. Il faut écouter votre musique et écouter beaucoup de musique. Vous devez avoir une vraie culture, un vrai background musical. Parce que ça, de nouveau, pour mixer, c'est ultra sous-coté. Mais si vous n'écoutez que un seul genre de musique, vous écoutez que ça, vous êtes vraiment très, très, très restreint à ce niveau-là. Et ça vous aide absolument pas pour mixer, hein. Même si vous mixez un seul genre, etc. Dans l'idée, il faut quand même avoir une grosse culture musicale et surtout une culture en termes d'écoute. C'est-à-dire écouter énormément de choses différentes dans votre casque ou dans votre système d'écoute pour que vos oreilles se tunent à comment doit sonner en gros la musique. Autre que ça, vous avez aussi des outils visuels qui peuvent vous aider là-dessus, comme par exemple Tonal Balance Control 2 de Isotope. Donc voilà, ne faites plus ces 5 erreurs et je vous garantis que vos mix vont step up vraiment loin. Vous allez tout de suite avoir de vrais résultats. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je vous conseille cette playlist. Abonnez-vous, likez, ça aide le channel. Je vous remercie d'avance. C'était Igor Chevalier de Strub Studio. Je vous dis à plus. Ciao.